Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Alors aujourd'hui, Jean-Yves, vous avez été testé positif au Covid-19, donc on fait une émission depuis chez nous. Ça fait longtemps, ça fait depuis le premier confinement, il me semble que ce n'était pas arrivé. Une émission un petit peu artisanale sur la forme, mais pas du tout sur le fond. Puisque au sommaire, aujourd'hui, nous avons des sacrés sujets. En image de la semaine, tout d'abord, nous avons Joe Biden qui illustre encore une fois son manque de lucidité ou même voire sa sénilité auprès des journalistes. On passera ensuite à notre premier sujet de la semaine, donc la polémique sur le slogan « Macron assassin » au meeting de Zemmour au Trocadéro. Une revue de presse, somme toute assez courte, cette semaine. Et ensuite, un deuxième sujet sur le patrimoine disparu d'Emmanuel Macron. Comment se fait-il que notre président déclare 550 000 euros de patrimoine pour la campagne, alors qu'il y a des millions et des millions cachés, on se le doute, offshore. Immédiat numéro 389, c'est parti. Joe Biden, que son prédécesseur a surnommé Sleepy Joe à cause de ses nombreuses absences de lucidité lors de ses allocutions, a encore frappé. Il a qualifié Vladimir Poutine de boucher et appelle à un changement de régime en Russie. On l'écoute. For God's sake, this man cannot remain in power. He's a butcher. Ce qui est assez intéressant, Jean-Yves, c'est que finalement, ces déclarations de Biden, cet homme ne peut pas rester au pouvoir et cet homme est un boucher, ont été... il y a eu un certain rétropédalage par la suite de la Maison-Blanche. On a notamment le secrétaire d'État, qui est donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères en France, Anthony J. Blinken, qui explique aux journalistes « Non, nous n'avons pas une stratégie de changement de régime en Russie ou nulle part ailleurs dans le monde, quoi qu'il en soit. » Et l'ambassadrice des États-Unis à l'OTAN, Julianne Smith, qui explique que c'était une réaction humaine de la part de Joe Biden d'expliquer que cet homme ne pouvait pas rester au pouvoir, mais que les États-Unis n'avaient pas pour intention de provoquer un changement de régime en Russie. Ce qui est intéressant, c'est un article de France Info qui réagit et qui explique « Du côté russe, c'est évidemment du pain béni pour la propagande qui estime qu'il y a là une manigance, un complot américain pour faire chuter le régime russe. » C'est tout de même, Jean-Yves, les mots mêmes de Joe Biden qui ont provoqué cette réaction russe. Oui, alors, si vous voulez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fond, Biden a probablement dit tout haut ce que la CIA ou le Pentagone préparent tout bas, parce que les changements de régime provoqués par les États-Unis, il y en a eu un certain nombre. Alors, il y avait les méthodes anciennes dans les années 60-70, c'était le coup d'État militaire dans des pays d'Asie du Sud-Est ou dans des pays d'Amérique latine, organisés par la CIA. Et puis, il y a la méthode des années 2000, on va dire, qui est plus subtile. C'est sous la forme de ce qu'on appelle les révolutions oranges, c'est-à-dire des actions de déstabilisation et de communication à l'intérieur des pays. Bon, alors, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que les médias ont passé leur temps, sous la présidence Trump, à sortir de leur contexte les petites phrases de Trump pour expliquer que vraiment, il n'était pas sérieux, il n'était pas raisonnable. Et là, avec Sleepy Joe, avec Biden, on a des gaffes de première magnitude, très régulières, parce que là, c'est des gaffes, à ce niveau de gaffes diplomatiques, on peut déclencher des guerres, quoi. Donc c'est quand même un peu plus grave. Et là, c'est totalement passé sous silence par les médias. On ne se pose pas la question de l'état de santé de Biden, qui est une question d'ailleurs qui était déjà occultée pendant la campagne présidentielle américaine. Mais Biden, c'est Saint Biden, on ne pose pas les vraies questions. C'est de la désinformation par occultation. C'est encore une fois la forme de désinformation plus efficace. C'est quand même intéressant que pendant 2 ans, les médias mainstream ne se posent même pas la question finalement de la santé mentale du président des États-Unis,
alors qu'il y a des gaffes quasiment toutes les semaines de la part de Joe Biden, quoi. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, Zemmour au Trocadéro, la polémique Macron assassin. Ce sont 10 secondes du meeting d'Éric Zemmour au Trocadéro qui tournent en boucle dans les médias. Macron assassin, pouvait-on entendre scander la foule après le passage en vidéo de témoignages de proches de victimes d'attentats lors du meeting à Paris. On écoute tout de suite. Chacun. Macron assassin, Macron assassin, Macron assassin, Macron assassin, Macron assassin, Macron assassin. Chacun est venu sur cette esplanade. C'est extrêmement intéressant cette séquence, parce que cette séquence, c'est 10 secondes. 10 secondes d'un cri lancé par la foule à la suite de l'évocation de situations émouvantes de victimes du terrorisme, et on peut penser que les victimes du terrorisme étaient indirectement les victimes du pouvoir. Mais passons. C'est une manière de laisser de côté, au fond, ce qui était l'essentiel de cette manifestation. L'essentiel de cette manifestation, c'est quoi? C'est le meeting le plus important de toute la campagne présidentielle. Pourquoi le plus important? Tout simplement par le nombre. Zemmour a annoncé 100 000 personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait toute la place du Trocadéro qui était occupée, plus le début des avenues adjacentes, 22 000 mètres carrés. Si on compte 4 personnes par mètre carré, car la foule était très dense, on est à 80 000 personnes. C'est incontestablement le meeting le plus important de la campagne. Il me semble que les médias auraient dû, à minima, noter cet événement. Je précise le meeting le plus important de la campagne, y compris en prenant en compte celui que M. Macron tiendra à l'Arena samedi prochain. L'Arena de la Défense, c'est 40 000 places. Il n'en a réservé que 29 000. Et donc, même si toutes les places sont vides, même s'il n'y a pas de place cachée par l'absence de lumière, vide cachée par l'absence de lumière, 29 000 personnes, c'est incontestablement beaucoup moins que ce qu'il y a eu au Trocadéro. Donc, c'était ça l'événement dont les médias auraient pu, à minima, parler. Le deuxième événement, c'est que c'était un meeting intéressant sur le plan politique et sur le plan sociologique, puisqu'il y avait les deux France de droite, celle de LR, celle de RN, et les deux France sociologiques, les classes aisées et les classes populaires. Donc, c'était intéressant, de même que le discours de Zemmour contenait beaucoup d'éléments intéressants qui auraient mérité d'être analysés, d'être étudiés, d'être présentés. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que les médias ont retenu. Ils ont retenu 10 secondes pour une opération à la fois d'occultation de l'essentiel et de diabolisation. Il y a un véritable problème de fonctionnement médiatique dans ce pays. Et comment est-ce que vous expliquez finalement que cette polémique ait pris l'ampleur qu'elle a pris? Est-ce que c'est les chaînes d'information? Est-ce que c'est la presse en général? Qu'est-ce qui a lancé ce phénomène finalement? Alors, si vous voulez, il faut savoir que les journalistes se copient les uns des autres et se mettent même d'accord les uns les autres sur ce qui est important. De quoi parle-t-on? Moi, je me souviens à une époque plus ancienne, à l'époque où j'étais au Front National, où à l'issue d'un meeting, les principaux journalistes se réunissaient, c'est-à-dire le journaliste de l'AFP, le journaliste du Monde, éventuellement celui de Libération, et en dernière roue du carrosse, celui du Figaro, et ils disaient de quoi parle-t-on? Et ils parlaient tous de la même chose, ils prenaient tous le même angle, alors que, voyez-vous, s'il y avait une presse réellement pluraliste, au fond, on peut penser que certains auraient pu angler sous cette interjection Macron assassin, encore que c'était quand même un élément tout à fait marginal et périphérique, mais d'autres auraient dû angler sur d'autres sujets. Or, on a une presse quasi, en tout cas dans les médias principaux, et sur les chaînes de télévision principales, une presse qui focalise là-dessus. En l'occurrence, là, je crois que c'est plutôt BFM TV qui a lancé l'opération avec M. Corbet
et avec le petit Duhamel. Je dis le petit Duhamel parce que c'est le neveu d'Alain Duhamel et le fils de Madame Saint-Cricq. Donc, c'est un personnage qui est tout à fait dans le système, dans la bourgeoisie médiatique parisienne. Alors donc la presse s'accorde finalement unanimement pour dire que c'est une action absolument regrettable et catastrophique, que Zemmour aurait dû contrôler sa foule, etc. Et c'est sur la chaîne de CNews qu'un autre son de cloche est diffusé. On écoute tout de suite les réactions d'Arthur de Vatrigan, Gabriel Cluzel et Charlotte Dornelas. Mais la question, c'est quel est le traitement de l'information? Et en fait, c'est une chaîne d'information qui a tout de suite commencé son compte-rendu là-dessus. Et il y avait beaucoup de choses à dire, positives comme négatives. Et la seule chose que la majorité de la presse retient, c'est ces 11 secondes de Macron assassin. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on ne parle pas du fond. Donc on ne fait pas de débat. Alors quand même, le rôle des médias, c'est de l'instrument public, c'est justement d'analyser, de donner de l'information et de permettre le débat, ce qu'ils n'en font pas. J'ai trouvé que c'était complètement capillotracté comme polémique, parce que honnêtement, pour avoir couvert encore une fois de nombreuses manifs et meetings, des slogans, machin, t'es foutu, les Français sont dans la rue, bidule, facho, on aura ta peau, enfin, je peux vous en citer 25 ans, mais moi je crois qu'il faudrait qu'ils répondent sur le fond, pas sur la forme avec des blagounettes. D'accord. Je boue de colère depuis 3 jours. Mais jamais de ma vie, je n'ai assisté à une manipulation pareille. C'est-à-dire que depuis 3 jours, le métier apparemment des journalistes, c'est de créer une réalité alternative. Oui. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la foule qui a créé ça pendant 10 secondes. Et quand je dis il y a une création de réalité alternative, c'est que ça aurait pu être une information parmi beaucoup d'autres. Oui, alors c'est tout à fait intéressant à un double titre. D'abord, il y a une formule extrêmement forte de Charlotte Dornelas qui dit que les médias créent une réalité alternative. Effectivement, la réalité alternative, c'est 11 secondes dans un meeting de 2 heures. Voilà. Les médias créent une réalité alternative. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que toutes ces mises au point que nous montrons, elles sont toutes issues de la même chaîne de télévision, à savoir CNews. Alors CNews, c'est très bien que ça existe, mais c'est évidemment vu par beaucoup moins de monde, quelques centaines de milliers de personnes, alors que les grandes chaînes généralistes, comme France 2, TF1, M6, leur JT, ils ont focalisé sur 10 secondes. Voilà. Et donc, on voit très bien l'extraordinaire déphasage entre la réalité alternative des grands médias et la réalité tout court qu'on ne trouve que sur des chaînes beaucoup moins vues. On a parfois l'impression que les journalistes n'ont pas des cartes de presse, mais des cartes de prêche. Excellente expression, Jean-Yves. Alors un mot peut-être sur les autres instruments de la polémique, parce que finalement tout est prétexte à scandale dans ce meeting, selon les journalistes. Ivan Trippenbach sur Twitter, à la veille du meeting du Trocadéro, l'équipe d'Éric Zemmour transmet une décharge de responsabilité aux journalistes accrédités en cas de blessure, accident, vol ou dommage matériel. Une première dans cette campagne. Elle a tout de même omis de mentionner que cette décharge de responsabilité concernait l'accès aux tours layers, ces tours finalement qui sont en hauteur destinées aux photographes, journalistes qui veulent prendre des images du meeting. Ça, c'est une pure désinformation, effectivement, de Mme Trippenbach, qui est la journaliste du Monde, donc journal de référence, effectivement, de référence de la désinformation. Puisqu'elle sous-entend que les journalistes, au fond, pourraient se faire casser la figure lors du meeting et que l'organisation se décharge de toute responsabilité. En fait, l'organisation a tout à fait donné, l'organisation des meetings, c'est M. Béda qui est un grand professionnel de ce milieu, l'organisation a simplement demandé aux caméramans ou aux photographes qui montent sur les tours, qui sont les tours de 6 mètres, qui montent sur les tours qui permettent de prendre les photos ou les vidéos, eh bien, de signer cette décharge, ce qui se fait dans toutes les circonstances comparables. Donc, c'est un non-événement et c'est purement factuel. C'est comme pour monter sur un échafaudage, vous devez signer une décharge. Voilà, c'est exactement ça.
On a également dans la presse, et on va conclure là-dessus je pense Jean-Yves, un traitement assez différent entre le meeting de Mélenchon, place de la République par exemple, et celui de Zemmour au Trocadéro. On le voit par exemple aux photos mises en avant par l'AFP de ces deux meetings. On a un Zemmour avec les bras levés, les poings fermés, qui est en train de s'égosiller, comme tous les candidats peuvent le faire pendant les meetings. On se rappelle de « C'est notre projet » d'Emmanuel Macron, qui en perdait la voix. Et à côté, eh bien, finalement, un Mélenchon assez mis en valeur, avec le doigt levé, et une posture assez charismatique, mais tout de même sereine. Alors, ceci étant, si vous voulez, si on analyse bien la photo de Mélenchon, elle rappelle certaines photos de Trotsky. Donc, ce qui doit donner peut-être une idée d'ailleurs à la fois de la culture de Mélenchon et de la culture des journalistes de l'AFP, mais une belle photo de Trotsky. Hein. En ce qui concerne Zemmour, effectivement, on a choisi une photo. Quand on s'exprime dans un meeting, il y a des moments un peu forts. Il suffit d'extraire un des moments un peu forts et pour donner l'impression que le candidat est exalté, excessif. C'est de la désinformation par l'image, classique aussi. On vous laisse avec ce tweet de challenge renvoyant à un de leurs articles sur le meeting de Zemmour. Hier, le candidat d'extrême droite s'est adressé à la foule dans un déferlement de haine comme la France n'en avait plus connu depuis les années 1930. Il pense ainsi pouvoir se qualifier, entre parenthèses, au second tour. Voilà. Un déferlement de haine comme la France n'en avait plus connu depuis 1930, c'est quand même une sacrée expression. Oui, absolument. Un petit coup de point Godwin, hein, tout est ramené toujours aux heures les plus sombres de notre histoire. Remarquez, le point Godwin, en ce moment, il souffre beaucoup parce que si on sort de France et qu'on regarde la situation internationale, c'est assez difficile de suivre. Le nouvel Hitler, en l'occurrence Poutine, qui veut dénazifier l'Ukraine. Voilà. Donc, ça montre par l'étranger, c'est la démonstration par l'étranger et par l'absurde de l'invalidité totale du point Godwin, utilisé là dans des circonstances absolument ridicules. Absolument farfelu. On passe en attendant à notre revue de presse de la semaine. Ne nous quittez pas. Et pour ce début de revue de presse, nous restons avec Éric Zemmour, puisqu'il était l'invité de l'émission politique du JT de 20h de TF1 ce mardi 29 mars, et il a fait face à une Anne-Sophie Lapix particulièrement impertinente, du moins dans l'esprit de contradiction et de confrontation, on va dire. On regarde ça tout de suite. Alors justement, dans votre programme, vous délaissez le logement social. Vous ne parlez pas d'abord de logement du tout, dans votre programme. 11 millions de Français qui vivent dans les logements sociaux. Ne caricaturez pas ce que je dis. Je dis, les gens ne savent pas toujours ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et puis, il y a la politique. Est-ce que vous l'auriez fait, vous? Trahir quelqu'un de votre famille, une femme qui vous a élevé? Mais c'est ce que j'allais dire. Malgré tout, un membre de sa famille, et on peut avoir des relations avec quelqu'un qui vous a élevé, et c'est pour ça que je vous demandais si vous l'auriez fait. Ça, c'est relativement grave, puisque vous savez qu'on est dans un système dit d'égalité du temps de parole. Donc, l'émission de Madame Lapix, elle consacre le même temps de parole à tous les candidats. Voilà. Mmh. Sauf qu'il y a les candidats qu'elle laisse parler et il y a les candidats pour lesquels elle prend beaucoup de temps de parole et n'hésite pas d'ailleurs à couvrir leur voix de sa propre voix. Et donc, il y a une inégalité totale du traitement de la part de Madame Lapix en infraction totale des règles de la campagne électorale. On serait en droit d'attendre une réaction vigoureuse à la fois de l'ARCOM, l'agence de contrôle des communications, il y a d'ailleurs eu un certain nombre de plaintes qui ont été déposées, et de la commission de contrôle de la campagne, parce que c'est une violation flagrante du droit de la communication et du droit électoral par Madame Lapix. Mais apparemment, tout cela passe sans poser de problème, sans parler des mimiques de Madame Lapix, pour bien montrer à quel point elle est en désaccord avec ce qu'exprime Éric Zemmour, ou d'autres personnes d'ailleurs dans d'autres circonstances. Elle lève les yeux au ciel, en disant « mais c'est pas possible d'entendre ça ». Elle ricane également. Elle ricane, enfin c'est absolument incroyable.
Alors, ça pose le problème d'ailleurs général. Dans les campagnes électorales, on est censé assurer l'égalité du temps de parole entre les candidats, ce qui manifestement là n'est pas le cas. Mais le vrai problème, ce n'est pas l'égalité de temps de parole entre les candidats, c'est l'égalité de temps de parole entre les partisans des candidats dans les médias ou les adversaires des candidats dans les médias. Or, dans les médias, vous avez surtout des adversaires de M. Zemmour ou de Mme Le Pen, et vous avez surtout des amis de M. Macron et dans certains cas de M. Mélenchon dans certains médias de service public un peu plus axés à gauche que d'autres. Donc il y a des candidats qui ont des copains aux manettes et des candidats qui ont surtout des adversaires pour les interroger. Évidemment, ça fausse le jeu démocratique. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on retrouve des initiatives sur les réseaux sociaux, généralement venant des proches d'Éric Zemmour, de décompte du temps de parole pendant cette émission. Donc c'était une sorte de... L'intervention d'Éric Zemmour devait contenir 7 minutes de temps de parole et ne pas dépasser. Donc Zemmour a eu 3 minutes 43 de temps de parole et Anne-Sophie Lapix 180 secondes, soit 3 minutes. Donc quasiment, elle s'est arrogée finalement un temps de parole équivalent à celui du candidat, mais pour décrédibiliser ce qu'il était en train de dire. Absolument. Donc, vous voyez, elle lui a volé du temps de parole. Alors peut-être pas tout à fait 3 minutes, il fallait poser les questions, mais elle lui a volé du temps de parole. Je vous laisse simplement, je conclus avec un tweet de Martial Bill, le directeur de la chaîne. Format de 7 minutes inintéressant, questions mal préparées, inégalité de traitement, grossièreté des yeux levés au ciel. Quelle est la raison profonde finalement de ce sabordage de cette émission par Anne-Sophie Lapix ? Eh bien, on se le demande, hein, peut-être que c'est de l'anti-zémourisme primaire. En attendant, on va aborder un autre sujet, celui des graves émeutes qui ont eu cours le week-end dernier, dans un silence médiatique, encore une fois, évocateur. Seuls les médias alternatifs, c'est-à-dire Présent, Boulevard Voltaire et Valeurs Actuelles, se sont emparés de l'affaire, justement, des émeutes à la fois en Seine-Saint-Denis, et dans la banlieue lyonnaise, donc Sevran, Aulnay, Villeurbanne, Vénissieux ou encore Rieux-la-Pape. Je vous lis une petite coupure de presse, c'est un article de Présent. Les grands médias de la Macronie n'en parlent quasiment pas, ce sont les émeutes ethniques qui secouent depuis samedi plusieurs villes des banlieues parisiennes et lyonnaises. Depuis samedi soir, les villes de Sevran et d'Aulnay-sous-Bois sont le théâtre de véritables scènes de guérilla. Tout ceci part finalement de la mort accidentelle suite à un tir de policier d'un chauffard qui avait volé une fourgonnette à Sevran. Et donc, cette mort et ce tir a provoqué des véritables scènes d'émeutes en pleine ville, avec des bandes qui sortent avec des barres de fer, des mortiers d'artifice, qui incendient des véhicules, du mobilier urbain, qui prennent en embuscade une compagnie de CRS, et qui vont même jusqu'à voler un bus pour l'incendier un petit peu plus loin. Tout ça, finalement, dans un relatif silence médiatique. On parle un petit peu de l'affaire du policier, puisque on sait qu'il a été mis en examen et qu'il est en garde à vue, etc., et qu'il y a une enquête de l'inspection générale de la police nationale qui a été lancée à son sujet, à son encontre, mais on ne connaît pas, on ne sait pas, on n'a pas d'évaluation des dégâts en mobilier urbain, etc., dans ces villes. Alors effectivement, il y a une partie silence sur certains événements et on focalise effectivement sur la garde à vue d'abord, je ne sais pas s'il est encore mis en examen, la garde à vue du policier, sous l'angle au fond bavure policière, sans imaginer un seul instant la difficulté d'intervention des policiers dans ce type de secteur, dans ce type de quartier, et avec des malfrats, parce qu'en l'occurrence, la soi-disant victime est un multirécidiviste qui était aux commandes d'une camionnette volée, quoi, voilà. Rien que dans la banlieue lyonnaise, par exemple, on fait état de 12 policiers blessés dans la presse locale, mais ça n'a pas fait les titres nationaux, Jean-Yves.
Ce qui a fait les titres nationaux dans une certaine mesure, par contre, c'est le fait qu'un agriculteur charentais ait été mis en examen pour meurtre après avoir tué un de ses cambrioleurs, alors qu'il était seul dans son domicile avec sa fille de 3 ans. 4 individus sont entrés dans son domicile par effraction dans le but, on l'imagine, de le cambrioler. Il a donc tiré à 2 reprises sur ses assaillants, et l'un d'eux est mort à la suite de ses blessures. On sait que cet agriculteur a été mis en examen pour meurtre et qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à son propre domicile, Jean-Yves. Oui, alors là aussi, cette affaire a fait assez peu de bruit. Tout de même plus que les émeutes, vous remarquerez. Alors, on a des articles dans le Figaro, dans le Parisien et également dans la Dépêche. Voilà, un peu plus de bruit. Et il y a eu d'ailleurs une émission assez importante de TPMP qui a été consacrée à cet événement. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que les intervenants de TPMP, qui souvent sont assez politiquement corrects, ont là pris parti en quelque sorte, expliqué, compris l'agriculteur avec un argument qui est tout à fait fort. Quand 4 cambrioleurs débarquent chez quelqu'un et que ce quelqu'un est là, il y a de bonnes chances qu'ils le prennent un petit peu à partie pour lui demander de dire où est-ce qu'il y a les objets précieux. Et donc, cette personne était d'autant plus inquiète, cet agriculteur était d'autant plus inquiet qu'il risquait de s'en prendre non pas à lui, mais à sa petite fille de 3 ans. Et donc, il a agi véritablement en légitime défense, même si ce n'est pas reconnu comme tel, puisqu'il pouvait vraiment craindre pour lui-même et surtout pour sa petite fille. Et ça, c'est très bien compris d'ailleurs. La majorité, c'est très surprenant, la majorité des intervenants de TPMP expliquaient qu'après tout, c'était normal. Alors, ce n'est pas exactement ce qu'a retenu la justice, puisqu'elle l'a mis en garde à vue, bon, ce qui peut se comprendre. Elle l'a ensuite mis en examen, ce qui peut aussi se comprendre, mais elle est allée plus loin, puisqu'elle l'a placé sous contrôle judiciaire et l'a interdit de paraître à son domicile, ce qui est tout de même une peine immédiate qu'on peut trouver un petit peu rapide. Et excessive. Il ne semble pas par ailleurs que la justice et donc la police aient encore retrouvé les 3 autres cambrioleurs qui accompagnaient le cambrioleur qui a été neutralisé par l'agriculteur, alors que ça pourrait être quand même un vrai sujet de les retrouver. Mais à ma connaissance, ce n'est pas encore fait aujourd'hui. Un reportage sur les réchauffements climatiques et l'énergie nucléaire diffusé par Arte et publié sur YouTube par la suite pose question. La chaîne franco-allemande est-elle en passe de devenir plutôt allemande que française dans sa vision des choses et de l'actualité ? On regarde tout de suite. En Europe, l'Italie, l'Espagne, la Suisse ou encore la Belgique ont aussi décidé de sortir de l'atome. La France, pays le plus nucléarisé au monde avec près de 70% de son électricité issue de ses centrales, envisage au contraire de poursuivre dans cette voie. Catastrophique, climatiquement parlant, d'investir aujourd'hui dans le nouveau nucléaire. C'est catastrophique. Il n'y a pas besoin d'un accident majeur pour que le nucléaire nuise à l'environnement en permanence. Certes, les centrales n'émettent pas de CO2, mais le nucléaire, ce sont aussi des rejets radioactifs dans l'environnement, des démantèlements compliqués et coûteux, des déchets dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Et évidemment, un risque de catastrophe nucléaire comme à Tchernobyl ou Fukushima. Oui, alors avant de commenter le fond, 2 observations là aussi qui sont essentielles en termes d'image. D'abord, il y a une musique inquiétante. Et il y a des images qui sont aussi un peu glaçantes, destinées à faire peur. Et puis, il y a même encore mieux que ça, puisque à un moment, on parle de rejet de matières radioactives dans l'environnement et on vous montre un panache de fumée blanche, un panache de vapeur d'eau. Or, la vapeur d'eau,
dans les centrales nucléaires n'a absolument aucun contact. Elle sert à faire tourner les turboréacteurs, mais elle n'a aucun contact avec le circuit proprement nucléaire. Par conséquent, parler de rejet de matière nucléaire dans l'environnement en montrant le panache de vapeur d'eau des centrales nucléaires, c'est une désinformation par l'image. C'est une désinformation conséquente et surtout, il faut savoir que c'est surtout pas laissé au hasard par Arte. Une production et une post-production aussi grande que celle d'Arte ne laisse pas des images et du son désynchronisés. Chaque plan est étudié pour le message qu'il va renvoyer. C'est ça qui est absolument effarant. Alors, ce qui est tout de même intéressant, c'est la réception par le public d'Arte de ce reportage. Des spectateurs réguliers ont fait part de leur déception, ou même de leur énervement à la suite de leur visionnage. J'adore vos émissions depuis des années, mais celle-ci m'a complètement déçu. Il paraît clair que dans votre reportage, celui-ci semble très clairement orienté contre le nucléaire. Un autre qui dit c'est absolument aberrant. Encore un autre qui dit documentaire à charge, ça devient une marque de fabrique d'Arte. Attention, ça va se voir à force. Documentaire qui est vraiment trop orienté pour être pris au sérieux, etc. J'en passe, des dizaines et des dizaines. Et tout ceci vient finalement de spectateurs réguliers d'Arte qui apprécient leur reportage. On peut constater tout de même une ligne d'Arte qui se positionne clairement et frontalement contre le nucléaire. J'ai noté 7 reportages d'Arte en moins d'un an sur la question du nucléaire, des accidents nucléaires, des déchets radioactifs, etc. Et rien pour contrebalancer cette vision antinucléaire, finalement, Jean-Yves. Non, alors il peut y avoir 2 explications possibles. D'abord, il y a le côté chaîne franco-allemande. Or, les Allemands sont très antinucléaires, ce qui fait d'ailleurs qu'ils nous envoient leur pollution avec leurs particules de charbon. On a eu une dizaine de jours de pollution qui n'était absolument pas due en Île-de-France et dans le nord de la France, qui n'était absolument pas due aux pollutions automobiles, mais qui était due aux centrales à charbon allemandes qui tournaient à plein régime, surtout en ce moment. Et donc, il y a le côté, l'influence allemande, et puis il y a l'influence extrême gauche, antinucléaire et écologiste antinucléaire aussi, ce qui est d'ailleurs une certaine forme d'absurdité du point de vue de ceux qui prétendent lutter contre le réchauffement climatique et les rejets de gaz carbonés, puisque précisément la meilleure énergie par rapport à cette question de rejet de gaz carbonique, c'est le nucléaire. Mais c'est les contradictions de la gauche, de l'extrême gauche et des écologistes, et des Allemands d'ailleurs, de manière plus générale, qui ne sont jamais mises en avant. Ou peu mises en avant, elles commencent à l'être un petit peu maintenant, il faut le dire. Jean-Yves, je me permets simplement une petite recommandation d'un ouvrage. C'est votre rôle d'habitude, mais en l'occurrence, c'est moi qui le possède. L'Utopie de la croissance verte de Philippe Charlet, donc un chercheur belge qui a été mon professeur et qui résume un petit peu ce qu'il appelle l'utopie verte sur les énergies renouvelables. Il fait un point sur le nucléaire, sur les questions de croissance et de décroissance, etc. C'est très intéressant et ça résume bien, je pense, pour les lecteurs et les auditeurs non avertis, les questions et les enjeux climatiques. Voilà. En attendant, je vous propose de passer à notre deuxième sujet de la semaine. Macron planque ses millions. Un reportage d'investigation réalisé par Off Investigation et dirigé par Jean-Baptiste Rivoire, un ancien journaliste d'investigation de Canal+, a suscité l'indignation chez les internautes après sa publication le 29 mars. Le reportage émet une triple hypothèse. Macron aurait sciemment sous-évalué son patrimoine dans ses déclarations de patrimoine en 2014 pour son entrée à Bercy, en 2017 et en 2022 pour ses candidatures à l'Élysée. La deuxième thèse, c'est qu'une partie de ses revenus aurait échappé à l'imposition française grâce à un montage financier d'évasion fiscale, et ensuite qu'il n'aurait pas déclaré une énorme commission de plusieurs millions d'euros en 2013. Et le reportage, Jean-Yves, alors on avait déjà parlé auparavant dans les médias de peut-être cette sous-évaluation au fisc du patrimoine de Macron. Il avait également fait l'objet d'un redressement fiscal en 2016, il me semble. En attendant, il y a tout de même certaines informations compromettantes
qui viennent de sources proches de Rothschild dans ce reportage, et ce reportage cumule en moins de 48 heures plus de 370 000 vues sur YouTube, et finalement ce qu'on constate c'est que c'est pas vraiment du goût de France Inter. France Inter parle d'une autodésignée enquête qui fait l'hypothèse, entre guillemets, je ne vois pas comment on peut encore plus contextualiser le mot hypothèse que ça, l'épreuve manque à l'appel. Et alors je me permets de vous lire quelques passages. Une petite dizaine d'interlocuteurs apparaissent dans ce documentaire, dont Olivier Berruyer, un blogueur statisticien proche de la Russie, qui décrypte sur son site les crises de ce qu'il appelle la propagande des médias occidentaux. Et également, Jean-Baptiste Rivoire, donc le réalisateur du reportage, affirme qu'Emmanuel Macron a sans doute, entre parenthèses, il n'a pas de preuves, profité d'un système de trust, entre parenthèses, probablement légal. On voit qu'il y a quand même un effort, Jean-Yves, de décrédibilisation de ceux qui ont témoigné dans ce reportage et ceux qui l'ont réalisé, alors même qu'il vient de paraître. France Inter réagit le lendemain de la parution du reportage, n'a certainement pas vérifié tous les éléments de l'enquête qui a été menée. Qu'est-ce que vous avez à dire à cela ? En fait, dès le départ, il y a une invraisemblance entre la vie de Macron et ses déclarations de patrimoine. Voilà. C'est ça la vraie question sur laquelle, très curieusement, aucun journaliste ne l'a interrogé. Vous savez qu'il y a les candidats à la présidence de la République sont obligés de faire une déclaration de leur patrimoine à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Macron a déclaré 500 000 € en 2017 et à nouveau 500 000 € en 2022, alors qu'il a touché, comme président de la République, ce qui est parfaitement normal, 1 million d'euros pendant cette période et qu'il n'avait pas beaucoup de dépenses, donc on ne sait pas trop ce qu'il en a fait. Quant aux 500 000 € de 2017, ça fait quand même très peu pour quelqu'un qu'on a présenté à l'époque comme un Mozart de la finance. Mozart de la finance qui a réussi des opérations splendides, notamment pour la banque Rothschild, de vente d'une filiale de Pfizer à Nestlé. Bon, grosse fusion-acquisition. Fusion-acquisition, c'était un deal à 9 milliards d'euros quand même. Très grosse fusion-acquisition qui a rapporté des dizaines de millions à minima à la banque Rothschild, qui a dû être répartie entre les différents acteurs, et Macron a été l'acteur central. Alors c'est quand même incroyable qu'un Mozart de la finance, je cite, agisse finalement bénévolement. Ça, c'est tout de même incroyable. Ou alors il s'est fait rouler par les autres associés. Alors c'est plus un Mozart de la finance, c'est une grosse caisse, mais c'est plus un Mozart de la finance. Voilà. Donc ces questions-là, elles ne sont jamais posées par les médias. Alors là, elles se trouvent posées dans cette enquête, dans cette étude, et qu'on dénigre d'ailleurs à un autre endroit sur le reportage de France Inter, en expliquant qu'il n'y a que des témoignages anonymes. On peut comprendre que certains souhaitent être discrets, mais enfin, parmi les témoignages qui ne sont pas anonymes, il y a celui de Del Sol, qui est à la tête d'un des plus gros cabinets d'affaires et des cabinets fiscalistes de France, et qui a d'ailleurs, lui, déjà agi auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique pour qu'elle fasse son travail de vérification des déclarations objectivement mirobolantes de M. Macron. Je continue un petit peu avec l'article de France Inter. Il a dilapidé l'équivalent d'un SMIC par jour, ça en fait des caddies chez Picard et Franprix, ironise Olivier Berruyer, donc le statisticien, dont la valeur ajoutée semble d'avoir converti la rémunération présumée du banquier d'affaires en SMIC par jour. Vous avez bien entendu, la phrase n'est pas correcte. Il y a également un ton extrêmement cinglant et condescendant de la part de journalistes de France Inter à l'égard de cette personne qui a témoigné. Je continue, c'est vraiment peau de chagrin, juge un avocat fiscaliste parisien, s'exprimant de manière anonyme. Les deux journalistes s'appuient surtout sur un autre témoignage, également anonyme, une personnalité proche de la banque de Rothschild, vous l'avez dit. Tout de même, M. Del Sol, qui apparaît, il me semble, au moins 2, 3 ou 4 fois dans le reportage, qui a des informations pertinentes, qui expliquent ses démarches auprès des instances publiques, et qui est un très grand avocat parisien, n'est pas mentionné
par France Inter dans le but délibéré de nuire à la réputation de ce reportage qu'ils viennent de visionner. Et j'aime beaucoup la conclusion, donc je vais vous la partager. Un procédé qui, dans tous les cas, n'aurait rien d'illégal, puisqu'il a fait l'objet par le passé d'un accord avec l'administration fiscale, partant du postulat selon lequel Emmanuel Macron aurait bien touché de l'argent selon ce mécanisme, mais sans en apporter la preuve, la source anonyme estime qu'il n'y a rien d'inégal non plus, laissant aux spectateurs une impression de démonstration inachevée. Jean-Yves, est-ce que c'est une affaire de légalité, ou est-ce que c'est une affaire de moralité, cette histoire ? Est-ce que la réputation d'Emmanuel Macron, même si les procédés d'optimisation fiscale, comme ils aiment l'appeler, sont parfaitement légaux, ne sont tout de même pas condamnables d'un point de vue moral et préjudiciables pour sa campagne? Si vous voulez, la question, c'est de savoir si ces déclarations à la haute autorité sont sincères. Or, s'il a un patrimoine offshore, en quelque sorte, à Jersey ou ailleurs, et qu'il ne le déclare pas, est-ce qu'on peut considérer que sa déclaration de patrimoine est sincère? C'est la question en fait que M. Delsol a déjà posée à la haute autorité pour la transparence de la vie politique. C'est quand même une vraie question. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le système Macron consiste à interdire toute mise en cause de Macron. Macron, assassin, ce qui est une phrase, on va dire, polémique, une invective polémique, c'est interdit. Savoir comment Macron a géré son patrimoine, c'est interdit. Macron, il est au fond, il est intouchable. Il est sous une bulle de protection médiatique, où il est protégé des attaques des médias et où il est même protégé des attaques de ses adversaires politiques. C'est formidable. C'est tout de même formidable. Si on résume un petit peu l'affaire rapidement, Jean-Yves, outre les sous-évaluations de son patrimoine, il y a quand même la question de la commission Nestlé-Pfizer qui n'existe pas dans le débat médiatique et qui est apportée par ce reportage. On le rappelle, c'est une fusion-acquisition par Nestlé de la filiale lait infantile de Pfizer pour 9 milliards d'euros à l'époque. Et certains analystes estiment que dans ces cas-là, la banque d'affaires responsable d'avoir closé ce deal, on va dire, d'avoir conclu cette affaire, touche 0,5 à 1,5% du montant de l'acquisition en commission, et que ce montant est réparti ensuite parmi les différents associés dirigeants de la banque Rothschild. C'est-à-dire que, disons qu'il y a 20 associés dirigeants chez Rothschild France, Macron aurait touché 1/20 au minima, de cette commission qui aurait été entre 45 et 135 millions d'euros, ça voudrait dire qu'il a touché au moins 2 millions d'euros, Jean-Yves. Et ça ne figure pas sur ses déclarations de patrimoine. On sait qu'il a touché plus de 3 millions d'euros entre 2008 et 2016 dans ses activités avec Rothschild. Il y a la question également des holdings et des trusts par lesquels finalement les bénéfices se sont reversés aux associés sans qu'ils soient fiscalisés en France, etc. Je vous laisse regarder le reportage, il est très intéressant. Mais il y a tout de même énormément de questions qui se posent et très peu de médias qui les posent finalement, ces questions, Jean-Yves. Comment est-ce qu'il a dilapidé des millions et des millions d'euros en quelques années? On regarde sa déclaration de patrimoine, il n'a pas de voiture. Macron ne possède pas de voiture. Il n'a plus d'appartement puisqu'il l'a vendu. Il n'a pas d'action alors que c'est un Mozart de la finance. Il n'y a pas de portefeuille action. C'est quand même invraisemblable. Et puis, il y a quand même les connexions. Il a fait cette grosse opération pour Pfizer. Pour Nestlé. Il a confié la vaccination des vaccins Pfizer à McKinsey. C'est quand même, ça fait beaucoup. McKinsey a participé bénévolement à sa campagne de 2017. C'est tout de même, ça sent un peu le conflit d'intérêts, à minima. Beaucoup de liens d'intérêt, donc Jean-Yves. Ça n'intéresse pas la presse. Mis à part France Inter, mais pour démonter le reportage qui se pose les vraies questions. Si on fait un petit tableau là, de ce qui est paru dans la presse pour l'instant, on a un article d'Arrêt sur Image réservé aux abonnés, une enquête, enfin du moins un entretien
accordée à l'humanité par le réalisateur du reportage, un article très intéressant de Marianne à ce sujet qui est en accès libre, et puis cet article de France Inter que je vous ai un petit peu résumé. C'en est tout un petit peu, j'ai l'impression, Jean-Yves, qu'on fait des émissions sur un scandale de Macron différent toutes les semaines, mais c'est que les médias ne se posent pas ces questions finalement. En attendant, avez-vous un coup de chapeau pour cette semaine, Jean-Yves ? Eh bien oui, à présent, qui a fait un très bon numéro, notamment sur ce qui se passe dans les cités, ou plus exactement ce qu'ils appellent les toxicités. C'est quand même, ça fait partie des formule médias alternatifs, indépendants, écrits, et qui apportent vraiment une information complémentaire tout à fait intéressante. Merci Jean-Yves. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme, malgré la qualité d'enregistrement qui n'est pas optimum. Merci à tous. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo autour de vous et à visionner notre émission précédente qui est elle aussi dédiée à un scandale de la Macronie. C'est celui du scandale McKinsey. À la semaine prochaine et merci d'avoir suivi.